Demadar, bonjour. Bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre de Cévenadur, portée par le Cercle Celtique de Rennes. L'association Bruzonnec vous invite à un rendez-vous gourmand sur le thème des traditions culinaires en Haute et Basse-Bretagne, cuisine d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes accueillis dans un lieu magnifique sur les bords de la Vilaine, l'Auberge du Réan, par le chef Patrick Giquel. Nous tenons à le remercier pour son accueil. Merci également à Anna Jaouen, gourmande professionnelle, et à Yvan Etienne, qui est animateur sur TBO et TB Sud de l'émission Bien de votre assiette, toutes les semaines. Merci à eux d'avoir fait le déplacement depuis la Basse-Bretagne. Kinigara deor argedredig es Bruzonnec un emgav lipus vartem ar boued engounel e breiz uel hag e breiz izel. Boued en amzer tremenet a vraiment agandazon. Et de l'air ken brau var vourd ar Bouilen en auberge du Réan gant ar pen keginer Patrick Giquel omdigemeret trugare vraz da vezak deut a Grescalon, trugare ive da Anna Jaouen à Yvan Etienne et d'Avesa 2 Betek Amand. Nous allons commencer par une petite vidéo de quelques secondes. Elle est partie, c'est parti. C'est parti. Voilà. Je voudrais juste dire avant de commencer, c'est que Anna est une gourmande professionnelle, ça se voit pas, moi ça se voit. Voilà, voilà. Je voulais commencer par là. Voilà. Alors je vais faire un petit peu le rôle d'animateur, c'est la chose que je fais le moins mal, je crois. Donc on pourrait commencer comme ça avec le chef et puis Anna qui a une préoccupation, c'est les déchets en matière de cuisine. On aura occasion d'en revenir parce que ton truc, c'est quand même, on va se tutoyer hein, parce que c'est mieux. Hein, voilà. Et puis je pense que tous les confinés devant leur écran maintenant, ils préfèrent aussi quand on se tutoie comme ça. Donc Anna, tu nous parleras tout à l'heure de ta démarche un peu cuisine déchets, mais on va sans déchets, voilà. Et on va d'abord donner un peu la parole à la puissance invitante, c'est comme ça qu'on dit. Patrick, chef de cuisine. Alors, ce qui est intéressant, les chefs, c'est de leur demander leur parcours, un peu, parce que toi, tu as fait un grand tour quand même, avant de revenir ici. Tout à fait. Je fais un beau petit tour, enfin un grand tour, on va dire. Ouais, j'ai commencé, comme pas mal de cuisiniers, sur les bases de l'apprentissage. Donc là, c'est bien, 2 années d'apprentissage, plus BEP, bac et tout ça. Et ensuite, je suis parti sur le Tour de France, c'est-à-dire j'ai fait des grandes maisons, comme le Negresco à Nice, le Sud Baumanière, le Bourdonnais sur Paris, Lille, entre autres aussi, et Biarritz aussi. Donc voilà, il y a eu des grandes maisons, un bon parcours professionnel qui a été fait, et puis je me suis établi ici il y a maintenant 28 ans. Donc j'ai pris une petite entreprise, aujourd'hui elle est un peu plus grande, mais une petite entreprise où on a développé par rapport à l'achat des murs et ainsi de suite. Donc nous avons développé pas mal de choses sur l'agrandissement, les méthodes de travail et tout le reste. Là, ça. Et la cuisine entre autres. Et ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un hôtel, c'est une auberge à l'ancienne finalement. Voilà, oui, je ne suis pas dans le moderne, hein. Non. Mais c'est une auberge, une petite auberge avec 8 unités en hôtellerie, donc c'est des tremplis, c'est tout petit, et puis c'est très convivial. Je ne cherche pas, on va dire une carte bancaire, en gros. Le client, il est habitué, on travaille avec une clientèle d'habitués qui reviennent, donc c'est pas mal. C'est quand même un axe ici, hein. On est sur l'axe sur Rennes, donc le sud de la Bretagne. Nous sommes quand même très bien placés, proche de Rennes, une vallée touristique quand même, sur les bords de la Vilaine, une vallée touristique, vous avez un centre, le parc des expositions avec beaucoup d'activités, quand ça fonctionne, alors un peu mal barré pour l'instant. Mais quand ça fonctionne, donc on travaille quand même beaucoup. Nous sommes à 5 minutes du parc des expositions, on travaille quand même pas mal.
Il y a le côté touristique. Le côté touristique est très bien été. Quand on peut aussi, parce que bon, il y a le frein aussi aujourd'hui. Mais vous avez toute la vallée, vous avez des musées sur Rennes, vous avez comme le Waillac, le musée de l'automobile, celui qui est vraiment amateur de l'automobile, bon, il peut très bien se poser un week-end ici, aller visiter le musée, il y avait la pêche. Et par la baie vitrée, on voit un monument historique juste en face. Le pont. Nous avons le pont qui est bien classé, donc celui-là. Et sous ce pont, sous le pont coule la Seine et la Vilaine. La Vilaine. Avec, de temps en temps, elle n'est pas belle. Ouais, avec pas mal de poissons. Alors c'est vrai que quand on parle de poissons, Anna, toi tout à l'heure quand on préparait l'émission, tu disais ah non moi le poisson j'y connais rien parce que je suis une fille de la terre. Hein, et donc ici on a ce qu'on appelle les poissons blancs, les poissons de rivière. Est-ce que dans la cuisine traditionnelle du coin ici, on retrouvait facilement ces poissons-là? Ouais. On peut retrouver le brochet, on peut retrouver le cendre, on peut retrouver l'anguille, on parlait tout à l'heure de l'anguille. Ça, on peut les retrouver et on peut les travailler, quoi. Maintenant, on parlait sur Redon, tout ça, toute la vallée de Redon, les bassins de Redon. On a l'anguille qui est magnifique. Bon, le cendre, maintenant, c'est un peu plus dur d'en trouver, mais il y a toujours des bons amateurs de pêche et puis il y a toujours des amateurs de poissons blancs parce que souvent c'est très décrié. Le poisson blanc dit ouais c'est plein d'arêtes. Enfin s'il n'y avait pas d'arêtes, ils ne vivraient pas les poissons. Et déjà au départ, et puis en plus c'est vrai, c'est un peu fade, c'est ceci, nanana. Alors que c'est excellent. C'est un poisson fade. Certains d'eau douce sont fades, mais vous prenez quand même la tanche, tout ça c'est quand même assez vaseux. Vous prenez un beau cendre, bon il y a de l'arête d'accord. Vous enlevez les arêtes, il y a une pince à épiler, voilà, c'est fait pour ça. On travaille, il y a des cuisiniers qui vont bien faire ce travail-là. Et il y a le brochet. Il y a une époque où on faisait les quenelles de brochet. C'est extraordinaire. Personne fait des quenelles, t'en fais de temps en temps? Ça m'est arrivé d'en faire, ouais. Et c'est superbe ça. Bon, le brochet est très difficile à lever. Il a une structure avec les arêtes qui est très désagréable à lever, quoi. On a toujours des arêtes dans le brochet. Donc il faut les passer en quenelle ou en mousse, et puis on obtient quelque chose de valable. Donc c'est pas le poisson quenelle de brochet avec une bonne pousse d'épinards, admettons, si on veut lier la terre et le pouce. C'est pas le poisson qui est fade, c'est le chef qui est pas bon, quoi. Ah, c'est ça, voilà. En parlant du brochet, il faut quand même bien le relever. Il faut quand même bien le relever. Il y avait du saumon et ça remontait jusqu'ici. Non, c'était pas de rigueur à saumon. Non. Le saumon peut faire plein de choses. Nous avons les 3 étoiles, les 3 étoilés qui ont développé le saumon en parlant sur la France, là, à Rouen, les frères Trois Gros. Un saumon à l'oseille, ça a été leur réputation, quoi. Ça a développé le saumon, puis après on fait fumer, on fait mariner, on peut le mélanger avec plein de programmes, le saumon. Parlons justement du poisson. Est-ce que dans la cuisine traditionnelle du coin, ici, est-ce que les gens mangeaient volontiers du poisson? Est-ce que les gens allaient à la pêche, chercher leur friture? Est-ce qu'on retrouvait le poisson sur les tables? Il y a eu une époque avec ça, qu'on a retrouvé quand même ce poisson sur les tables, mais après c'est rare et c'est cher aussi. Donc il y a un problème sur la table aussi qui se pose, les ingrédients. Vous parlez du poisson de mer aussi, le poisson de mer est cher. Si vous parlez d'un Saint-Pierre, un turbo, une lotte, c'est très onéreux aussi, quoi. C'est vrai, là-dessus. Sardines à l'huile, c'est pas trop cher. C'est le meilleur produit. Il y avait une émission l'autre jour sur la sardine que j'ai écoutée, et moi-même je fais un concours là-dessus, sur la sardine, un petit concours là, qui s'est développé aussi. C'est un petit produit basique, un beau poisson qui est bleu, qui est brillant et tout, et on peut faire plein de choses. On dit qu'il a des arêtes celui-là. Et on les mange. Et on mange les arêtes. C'est fabuleux. C'est vrai que des fois, quand ça cuit, ça sent pas très très bon. Il faut ouvrir les fenêtres, quoi. Hein, ça, c'est le problème. Ouais. Vous faites une pirade ou une grillade n'importe dans une maison, c'est vrai qu'on va manger. On en profite après. On va manger un petit moment, quoi. Il y a une chose qu'on a oublié de dire avant de commencer, c'est que nos amis, je ne sais pas comment on dit, téléspectateurs, internautes, auditeurs, enfin, si vous nous voyez, si vous avez des questions à poser, eh bien, il ne faut pas hésiter. Hein, vous vous connectez, toi, tu as noté l'adresse parce que tu notes tout, toi. Bruzonec,
.bracepositive.bzh. Voilà. Donc, et là, vous pouvez poser des questions, et puis on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, Anna, le poisson, toi, dans ton secteur, moi j'expliquerai un petit peu le mien après. On mangeait du poisson dans ton coin. Est-ce que tu as entendu ta grand-mère, avec qui tu as beaucoup échangé, te parler de poisson? Est-ce que les gens en mangeaient régulièrement? J'ai une Banalec, sud Finistère, donc dans les terres plutôt. Après, j'avais un grand-père qui était pêcheur de truites, mais qui ne mangeait pas de truite en fait. Comme apparemment beaucoup de pêcheurs, ils aiment bien le côté nature, sportif, ouais. Voilà, mais qui ne mangeait pas de poisson. Et j'en ai pas mangé énormément non plus, des poissons. Moi, c'est vrai que toute petite, c'était à la poêle, au beurre, dans la farine un petit peu pour le crème, comme on dit en breton, croustillant, mais on n'a pas une culture dans les terres de mangeurs de... Enfin, on ne sait pas trop les préparer, les poissons. Une anecdote, si, par rapport on parlait des poissons qui coûtent cher, les langoustines, quand ma grand-mère était petite, ils en mangeaient beaucoup. La forêt fouennant, en fait, ça abondait tellement que c'était un truc, ils en mangeaient trop souvent, quoi. Donc c'est des choses en fait qui aujourd'hui sont très prisées, très chères, et en fait autrefois, en une génération et demie, ça a complètement changé de... L'anguille c'était pareil, l'anguille autrefois il y en avait plein dans les rivières, et maintenant c'est un produit de luxe. Il y a des tas de régions maritimes ou pas, on prend quand même le Pays Basque, puisque tu as travaillé à Biarritz, ou en Méditerranée, où on connaît les bourrides, les bouillabaisse, etc. La vraie bouillabaisse. Voilà, la vraie bouillabaisse, c'est excellent. Mais en Bretagne Sud, il y avait la cotriade quand même, que les pêcheurs utilisaient leur part de pêche pour faire cette espèce de la cotriade. C'est un pot-au-feu de la mer. Voilà, exactement. Et tout. Mais bon, moi qui viens du Finistère Nord, je serais tenté de dire la plus belle région de Bretagne, mais enfin ça, tout le monde va être d'accord avec moi. C'est pas une belle coiffe. Ouais, c'est vrai. Mais disons que dans le Finistère Nord, les gens mangeaient très peu de fruits de mer. J'avais une voisine qui était goémonière et qui passait son temps dans l'eau, etc. Et elle mangeait jamais de poisson. Par contre, on lui mettait un morceau de lard sur la table. Alors là, s'il vous plaît, elle mangeait que le gras. Mais par contre, le poisson, elle ne mangeait pas de poisson. C'était des civilisations et des sociétés qui étaient éminemment maritimes, mais les gens ne mangeaient pas de poisson. Les fruits de mer, elle mangeait des bigorneaux. Quand c'est elle qui allait les ramasser, elle prenait aussi quelques bréniques. Mais autrement, quand il pêchait un homard, ce qui arrivait de temps en temps, il s'empressait de le mettre dans un journal avec une ficelle autour, de la donner au chauffeur du car, qui lui allait à Brest plusieurs fois par jour, et le chauffeur du car la déposait dans un restaurant, et le restaurant lui donnait des sous, ça faisait un petit peu de guenec, quoi, un petit peu de sous, mais il ne mangeait pas de homard. Donc c'est vrai que... mais par contre, alors, dès qu'ils avaient un morceau de kiksal, c'est-à-dire de lard ou de choses comme ça, alors, là, c'était... Mais par contre, le poisson, disant... alors comme les autres fruits de mer, par contre, les huîtres, des choses comme ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. J'aimerais bien qu'on revienne à l'anguille. C'est un produit qu'on ne voit pas beaucoup dans les restaurants aujourd'hui, c'est vrai. Celui qui en pêche une, déjà, pour faire heureux, il faut déjà qu'il la dépouille, et puis qu'il la vide et tout ça, et puis ça se bagarre, parce que c'est très long à tuer. Et il y avait Maïté qui avait une anecdote avec Maïté là-dessus. Avec le pet la pauvre, elle se tire sur la planche. Donc c'était catastrophique ça. Elle ne devait pas à l'aise quand même ce jour-là. Mais on peut faire quand même de belles choses avec l'anguille, que ce soit poché, grillé, marié même avec des essences différentes, comme le kikoman. Je ne sais pas si vous connaissez le kikoman. Qu'est-ce que c'est ça, le kikoman? C'est un produit japonais. Et donc, faire un mariage, le soja aussi, les feuilles de brique, faire de beaux mariages avec ça. Et on peut marier une belle sauce, monter ça en galette, la pâte de sarrasin, si on veut rester sur la Bretagne, monter ça avec une pâte à galette, du soja, on va donner dans l'international, du soja, du kikoman,
et faire une belle réduction de sauce, et vous avez quelque chose de superbe. À partir du moment qu'on dit que bien sauté, bien revenu, c'est extra. Donc bientôt au Roison Park, on n'aura plus de la galette saucisse, on aura de la galette de sarrasin. la galette de sarrasin avec de l'anguille dedans. On va changer des traditions, pourquoi pas. Et alors c'est une espèce en voie de disparition, on n'en trouve plus ou... Si, on en a encore, mais il faut vraiment c'est sur commande. Il Ouais. faut vraiment chercher pour... Et elle vient de la Vilaine, aux embouchures. dans le pays de Redon, il y en a beaucoup, dans les marais, tout ça, il y en a quand même pas mal là. Mais sinon, sur la Vilaine, bon, celui qui en trouve une, tant mieux. Mais il y en a, c'est sûr. Hein. Mais pour se fournir Après, il en faut tant que être bon restaurateur, en tant que pêcheur. Quoi. Ah ouais. Parce que ça aussi, il y a du bon, du mauvais. C'est comme un lâcher de truite. Hein, on lâche des truites, mais bon, si on revient bredouille, pourtant, il y en a quand même quelques-unes dedans. Quoi. C'est vrai. Mais, et c'est comme la truite. Là, on quitte l'anguille, mais pour revenir sur la truite, une bonne truite au bleu. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est magnifique, ça. Ça, c'est vraiment un poisson de douce. C'est vraiment Et super. puis ça a le bon goût, etc. C'est pas difficile à manger, c'est l'idéal. Ouais. Ah, Et de l'anguille, en fait, vous l'achetez où? Si vous voulez de l'anguille au menu le Ouais. week-end prochain. L'anguille, il faut trouver des marailleurs. Il faut aller sur les marailleurs pour la trouver. C'est pas... Et sur Redon, on en trouve facilement? Sur Redon, oui. Ils passent leur commande sur Redon pas mal. Mais sinon, il faut aller sur les marailleurs de Rennes, tout ça. On trouve des marailleurs. Et puis après... Parce que dans la Vilaine, il y en a là où... De l'anguille, Ouais, je pense ouais. que l'anguille, ouais. Et qui est sauvage ou s'il y a de l'élevage aussi? Non, c'est sauvage. C'est sauvage. Ouais, Parce ouais. que la truite, maintenant, voilà, on en trouve, mais Ouais. c'est souvent... La truite, c'est souvent c'est des l'élevage. lâchers de Ouais, truite. Ouais. Sauvage, j'ai du mal maintenant à avoir une truite sauvage maintenant. Mais sur l'anguille, il faut commander, il faut passer par le biais des marailleurs, des pêcheurs, et là, on va obtenir de l'anguille, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, tout à l'heure, on parlait de tes velléités en matière de cuisine sans déchets. Je serais tenté de te dire, pour te taquiner, parce que comme je t'aime bien, je te taquine beaucoup, qu'est-ce qu'on fait des arêtes, les poissons dans ta cuisine sans déchets, hein, qui est ta démarche maintenant. Est-ce que le poisson a une bonne place? Alors, avec les arêtes, on fait du fumet. Ouais. Enfin, moi, j'ai C'est vrai. appris lors d'une reconversion professionnelle en CAP cuisine, mais en fait, j'ai un peu appris le fil à couper le beurre, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en restauration, on parle de zéro gaspillage, c'est clair on gaspille rien en termes de matières premières. Avec tous les produits, on peut les orienter sur autre chose, quoi. Voilà, et c'est vrai que moi, je demande à mon poissonnier qui est très content de me donner ses déchets de poisson pour faire mon fumet. Parce que, en fait, eux, ils savent plus trop, enfin, ils ont beaucoup de déchets. Et moi, je demande, tiens, tête de poisson, les arêtes et tout. Et j'ai découvert comment faire un fumet de poisson, mais ça, je le dirais. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on va acheter des trucs en cubes, là, bien emballés. Les croquettes pulvérisées, la plupart des fonds, des machins, c'est juste une catastrophe. Alors qu'en fait, un fumet ou. Vous prenez un verre de poireau, bouillon. céleri, et puis thym, laurier. On oublie ça sur le qu'on coin a du sur le feu. bord du jardin, dans le jardin, quoi. Ouais. On oublie ça sur le coin du feu. Alors, c'est bien parce que ça fait une passerelle pour en revenir un petit peu au passé. Finalement, cette cuisine sans déchets, ça n'est jamais que la cuisine que faisaient nos grands-mères, parce que nos grands-pères ne faisaient pas beaucoup de cuisine. Maintenant, on ne peut plus dire la cuisine de la ménagère, puisqu'il y a les ménagers qui font aussi. Mais à l'époque, c'était Mémé qui faisait la cuisine. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de ma grand-mère, quand elle faisait à manger, elle ne jetait quasiment rien. Il n'y avait pas de gaspillage. Il n'y avait pas de gaspillage, quoi. Alors, est-ce que c'est finalement un retour, pas un retour en arrière, parce que c'est pas le mot, mais c'est de revenir aux saines pratiques de l'ancien temps? Moi, je dirais que c'est un retour en arrière, en fait. Mais c'est un retour au bon sens, en fait. Parce que si on veut retrouver le goût, enfin, les saveurs de mon enfance, la cuisine de mémé, de grand-mère, alors Pépé était là pour tuer les... Parce qu'en fait, la grosse différence, en fait, qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est les produits, en fait. C'était de l'ultra local, le circuit court, il était de quelques mètres. Et, Vous pouvez pas faire plus court. Hein. Voilà, et en fait, moi, mon gros souci actuellement, pour essayer de retrouver les saveurs de mon enfance, c'est qu'en fait, c'est des produits que j'ai beaucoup de mal à retrouver, les produits. Parce que des cochons, des bêtes qui sont élevées sans OGM, sans trucs qui viennent de l'autre bout du monde, c'est très très compliqué. Et en fait, ces goûts-là, je les retrouvés sur des petits producteurs locaux qui travaillent en bio, en fait. Et avec des produits qui sont pas normés, industriels. Enfin, moi, j'adore la... Par contre, ton cheesecake,
c'est du breton de Haute-Bretagne. Ton cheesecake, il est super bon, donc je donne la recette, hein, c'est marmiton, c'est très facile à trouver, sauf que je leur dis si vous n'avez pas le fromage blanc de chez Denis, Il n'aura pas le même goût. Il n'aura pas le même Ouais. goût, quoi. Il n'aura pas le même goût. Donc j'ai plein de recettes comme ça. La semaine dernière, ma belle-sœur me demande la recette des crèmes renversées au caramel, la recette de base, quoi. J'ai dit, bah, je la donne, hein, mais j'ai dit, par contre, ton lait, il faut qu'il soit. Moi, je le prends à la ferme, il est tout frais, enfin, il y a 300% de matière grasse. C'est le premier pot de 20 litres là, qui part de. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'en salle d'épices, on apprend les recettes de base, hein, de la cuisine française, années 60-70, ce qu'on appelle vintage maintenant, les blanquettes, les estouffades de bœuf. Ouais. C'est vraiment les trucs de base. Et en fait, c'est le produit qui fait tout, quoi. Ouais. C'est le produit, c'est la base, le en feu, fait. le produit, Et le le oui. feu, il y a tout ça. Vous mettez un bon. Puis il y a quand même un peu la patte du chef aussi quand même. Il y a la pâte de Bon, chef. ouais, Vous faut mettez, exagérer. j'ai l'exemple sur un bon pot-au-feu. Ouais. Un bon pot-au-feu, un morceau de bœuf, une poule et un morceau de lard. Un bon cochon, un morceau de lard. Et vous le faites dans une grosse marmite, mais dans une cheminée. Dans une cheminée avec du feu de bois, un feu de bois. La cuisson et tout, vous allez avoir un jus extraordinaire qui va vous servir d'un potage, qui va vous servir d'une réduction pour sauce. Et vous avez une viande qui est extraordinaire aussi. Soit si c'est un petit morceau de jarret, donc c'est fait dans un charnier, c'est salé au gros sel de Guérande, c'est macéré là-dessus. Et vous avez une bonne poule qui est élevée dans un poulailler élevé avec du blé et pas un aliment poussé et tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui. Vous avez une autre qualité de viande, ça c'est sûr. Même un cochon, même un porc, vous mettez sur une batterie, vous mettez un élevage traditionnel qui va courir un peu et un élevage qui est dans un parc en batterie, c'est deux choses différentes. Et sur la chair, ça se ressort dans l'assiette. Même en cuisson, on va obtenir une perte en eau déjà, comme un poulet, comme un poulet de la vallée de Janzé. Je travaille beaucoup avec la vallée de Janzé parce que nous sommes à côté. C'est les voisins. Ce sont des voisins. Ça court, c'est pas en batterie, ça court. C'est des sportifs. Ouais, mais il faut les faire cuire plus longtemps parce qu'ils sont plus coriaces. Là, on a quelque chose. Tout se mérite. Bon, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il y a aussi des gens qui vont vous dire, bah oui, mais tout le monde n'a pas accès, alors pour diverses raisons, des raisons financières et puis des raisons d'approvisionnement. On ne trouve pas forcément dans les circuits classiques. Il faut aussi avoir son petit réseau pour avoir tout ça, parce que je vois les gens qui habitent à Rennes, dans les grandes cités, etc., où aller chercher ces choses-là. La plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas du coin non plus, qui ne connaissent pas bien. Et il y a quand même, c'est peut-être aussi le boulot des associations d'expliquer aux gens qu'il y a des possibilités de trouver à des prix intéressants. Bon, il faut se remuer un peu, quoi. Puis aller au marché, même éventuellement. Ouais. Alors moi, je vais jamais en supermarché, très rarement. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on peut penser que ça coûte plus cher, mais moi, depuis que je suis dans une démarche zéro déchet, j'ai clairement baissé ma facture alimentaire. J'ai de 20-30%. Déjà, je n'achète que la juste quantité de ce que j'ai besoin. Je viens avec mes plats, voilà, et je prends, si j'ai besoin de 350 grammes De lentilles. de lentilles ou de viande, je vais acheter mes 350 grammes. Je ne vais pas acheter ma barquette de 500 grammes. Donc les gens achètent la juste quantité, c'est ultra frais, donc des produits de bonne qualité qui sont plutôt en biologique. Ils sont de meilleure qualité, donc on en mange moins. Et on mange moins de viande, donc plus de végétaux qui coûtent moins cher quand même. Et au final, franchement, je gaspille. C'est extrêmement rare que je vais de gâcher. De temps en temps, j'ai des citrons que j'ai un petit peu oubliés qui vont moisir, mais parce qu'en fait, Et ton chien, il mange quoi alors? j'ai pas de chien, j'ai des Ah, j'ai bah des voilà, poules, bah ouais, j'ai c'est des ça, poules. bah c'est ça. J'ai pris des poules avec Ouais, le confinement, j'ai des poules, mais en fait, c'est comme gaspiller. Si on n'a pas mangé, c'est on donne aux animaux, c'est quand même du gaspillage. Mais non, c'est. Après, voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter, même à Rennes, il y a des AMAP, des associations de maintien à l'agriculture paysanne, où on peut commander ses paniers. Voilà. Voilà, Il n'y a pas d'intermédiaire, on est en direct avec le producteur, donc déjà on sait ce qu'on mange. Et pour moi, c'est hyper important en fait de. Moi, mes producteurs, je connais tous leurs prénoms, j'ai été sur leurs exploitations, je sais ce que je mange en fait. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir confiance aussi dans la nourriture, parce que j'ai plaisir à cuisiner, quoi.
Oui, puis d'un autre côté, on peut faire confiance au chef aussi en disant si le chef les connaît, c'est que c'est des bons. Quoi. Hein, voilà. Il y avait une belle expression, tout à l'heure, tu avais un livre là, de l'excellent, comment il s'appelle déjà Patrick Hervé, Bouette, là, avec les expressions sur la nourriture en Bretagne. Il y avait une expression qui disait quand quelqu'un était bon à rien, on disait c'est colbouette. Colbouette, c'était vraiment une expression qu'on employait. Donc ça veut dire nourriture perdue. C'est-à-dire que quand on donnait, les chiens, souvent on les appelait comme ça, colbouette, ça veut dire que quand on leur donnait ça, c'était comme si on foutait la nourriture à la poubelle. Quoi. Donc colbouette, c'est une belle expression. Et il y a une autre belle expression aussi, il doit y en avoir plein en gallo, mais on n'est pas des spécialistes du gallo. C'était cette expression reste à choumad, zomad à gaut, ce qui veut dire les bons restants sont bons à trouver. Ce qui veut dire que les gens utilisaient les restes. L'art de savoir accommoder les restes. Alors, pour revenir un peu sur le passé, il est vrai aussi que pendant longtemps, en Bretagne, je pense que le pays gallo, je le connais moins, mais les gens se nourrissaient. Ils ne mangeaient pas. La notion de plaisir, entre guillemets, c'était quand il y avait des noces, quoi. Là, éventuellement, on pouvait se laisser aller un peu à manger quelque chose un peu par plaisir. La bête était tuée, hein, voilà. Il n'y avait pas de congélateur, il fallait la manger. Il fallait la manger. Et c'était ça, mais c'était plutôt on va dire une cuisine, hein, parce que moi j'aime pas trop le mot gastronomie, une cuisine, et c'est pas péjoratif du tout, une cuisine de subsistance. Il fallait d'abord, il fallait se nourrir, donc on essayait d'avoir les choses qui étaient les plus nourrissantes possibles. On n'en était quand même pas à ce que sont les Asiatiques qui mangent tel produit parce que c'est bon pour le cœur, tel autre parce que c'est bon pour ceci, tel autre parce que c'est bon pour ça, machin, patati patala. Et donc, mais il y avait quand même, il fallait du gras, il fallait des féculents. On n'analysait pas, mais ça se savait. Les gens le savaient un peu de façon empirique, hein, qu'il fallait manger un peu de ceci, un peu de cela, un œuf de temps en temps, qui était aussi l'œuf, une nourriture d'exception. Hein. Ouais. Cela dit, est-ce qu'on appelle, on en parlait avant l'émission, le Brace paradoxe? Ça, c'est une notion qui a été mise en avant par Guy Carreau de l'association Le Banquet. Le Brace paradoxe, en fait, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'en fait, les Bretons, on a quand même une image... par rapport à des clichés, c'est quand même on mange bien et puis on boit beaucoup. L'état des menus était quand même assez long. Hein. Oui. Voilà. Le premier paradoxe, c'est qu'en fait, on mange. La Bretagne est une grosse région productrice et consommatrice de cochons et de pâtisseries sucrées salées, queen amande. On est quand même bien costaud au niveau des calories et de la graisse. Le queen amande qui est quand même une invention assez récente, hein, parce que ça date de l'entre-deux-guerres. Hein, c'est pas très très vieux. Hein. Mais on a donc ce le phare au four. Oui, il y a comme dans le cochon, on va jusqu'à manger. On mange tout. On mange tout. Dans le cochon, tout est bon. Et paradoxalement, la Bretagne est l'une des 3 régions de France qui a le plus faible taux d'obésité. Voilà, donc en fait, c'est quand même... T'es sûr ? Ah oui, je suis sûre. Et l'autre paradoxe, c'est par rapport à l'alcoolisation des jeunes. C'est vrai l'ivresse des jeunes, c'est un vrai souci en Bretagne. Et c'est la région en France dans laquelle les jeunes boivent quotidiennement le moins souvent à table. Donc voilà, c'est deux paradoxes. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, quand on a toutes nos connaissances diététiques, finalement, ce qu'on mange, c'est pas bon du tout. Sauf qu'en fait, moi, mes grands-parents, ils ont vécu très très vieux. Tout ce qui est bon et mauvais, je sais pas on dit si ça le cholestérol, aussi. mais franchement, les 5 fruits et légumes. En mangeant du bon, on obtient du bon. Et on mangeait pas 5 fruits et légumes par jour. Hein. Non. On mangeait pas de laitage plus que ça. On mangeait du cochon, de la ferme. Ouais. C'était le petit Suisse ou le verre de lait, et puis c'était tout, ça s'arrêtait là. Oui, c'est-à-dire que et puis il y avait aussi quand même l'exception des occasions de manger plus. C'est vrai que les gens mangeaient un peu souvent la même chose. Hein. Le lundi, des patates, le mardi, des patates, le mercredi, des patates aussi, hein, comme le dit la chanson. C'est vrai que c'était un peu, il y avait, et puis bon, souvent les gens qui devaient faire la cuisine, sauf les familles où il y avait des cuisiniers ou des cuisinières, ce qui quand même était assez exceptionnel, mais disons que les repas c'était quand même assez, parce qu'il fallait aller au champ après quoi, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de temps non plus, et souvent on mangeait sur le pouce, notamment l'été, quand il y avait les travaux des champs à aller faire, on mangeait sur le pouce. Alors des choses qui étaient souvent sorties du charnier. Hein, élevé dans l'exploitation. C'était l'autarcie. Hein, c'était un élevage qui était fait dans l'exploitation. Ouais. C'était une cuisson longue, souvent longue, et c'était souvent aussi des plats réchauffés pour le lendemain.
Et en plus, on parlait des repas. Là, aujourd'hui, nous sommes sur un petit déjeuner, un déjeuner et un repas du soir. Moi, j'ai connu, il y a des années en arrière, c'était ils se levaient très tôt, un repas à 9 h, un repas à midi, un autre à 4 h, Le goûter. à 16 h, et un autre à 20 h. Quoi. Donc, Mais mon il y avait grand-père, une on mangeait la soupe alimentation. le matin. Hein. Ah oui, 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 ça c'était primordial. Elle était toujours là, la soupe, d'ailleurs. Elle faisait partie du repas. Le rythme des repas était différent. Hein. D'ailleurs, il y a L'alimentation a changé. un grand débat sur les noms de ces prêts, le Menvierne en breton. Je pense que dans le pays gallo, c'était un peu pareil. Mais bon, tout ça avait des noms bien définis. Mais c'est vrai que quand on se levait, on vivait en fonction de la lumière. Comme il n'y avait pas de lumière artificielle et des travaux des champs. Donc, quand on se levait de bonne heure, notamment l'été, il faisait jour tôt, vers 9 h, un petit creux quand même, quoi. Hein, et puis, à midi, après ça, voilà, et c'est une succession de petits creux. Ça leur permettait de faire une pause aussi. Mais le travail n'était pas du tout le même non plus. C'était un travail de force qu'on avait. Et dans le temps, c'était un travail de force. Les hommes, les femmes, ça donnait de leur personne. Comme aujourd'hui, on est beaucoup sur l'informatique. On a tout amélioré, que ce soit sur une exploitation agricole, avec le matériel agricole qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui, les machines à traire pour les bêtes, on parlait du lait tout à l'heure. Maintenant, tout est électronique, la bête elle est suivie, mais tout est électronique. Donc, c'est pas le même travail, c'est pas la même analyse. Et donc, les besoins physiologiques, entre guillemets, sont beaucoup moins. Ouais. Moi, je me rappelle avoir vu un voisin de ma tante Soas, du Vourne à Cléder, il partait au champ avec une tranche de pain et un oignon. Et son repas de midi et une pomme. Ah, quand il arrivait. Un oignon de Roscoff. Bah oui, alors à Cléder, c'était forcément un oignon de Roscoff, parce que bon, soyons chauvins quand même. Et donc il mangeait sa tartine de pain avec l'oignon, quoi. Et puis alors bon, la viande, il n'y avait pas tous les jours. Et puis souvent il mangeait beaucoup de yaourt, quoi. Hein, le yaourt, c'est la bouillie, hein, des choses, alors bouillie d'avoine, qui étaient des plats. Au corps. Ça tenait au corps, quoi. Avec du lait à zribote. Du lait ribot, le lait ribot, c'est quand même c'est particulier ici. Une grande chose. Il y a du lait ribot aussi en Haute-Bretagne. C'est très particulier. Il faut aimer le lait ribot. C'est pas tout le monde n'aime pas. Hein. Ah ouais. Et ça, vous mangez ça avec de la galette. La galette et des pommes de terre. Galette chez vous, crêpes chez nous, attention. Comme dit Patrick Ewen, ma grand-mère faisait des galettes qui étaient tellement fines qu'elle n'avait qu'un seul côté. Et alors, j'ai une petite anecdote, si je peux me permettre, à propos du lait ribot. L'excellent chanteur Dave, que tout le monde connaît, a écrit un bouquin de cuisine. Et il y a une ou deux recettes avec du lait ribot. Et donc, moi je lui dis, tu utilises, dis donc, c'est bien, tu utilises le lait ribot, c'est quand même, c'est bien, parce que c'est un truc éminemment breton. Elle me dit oui, parce qu'à Paris, en bas de mon appartement, il y a une petite épicerie bretonne. Et donc, je vais chercher du lait ribot. Et là, il me regarde, il me fait, c'est quoi le lait ribot? Il utilisait le ribot, il ne savait pas comment c'était fait. Comme quoi, des fois, hein, on prend des risques. Ouais. Il utilisait ça, mais il ne savait pas comment on faisait ça. Alors c'est vrai que tous les laitages, les dérivés, le beurre notamment, et le beurre salé. D'ailleurs, existe-t-il un autre beurre que le beurre salé? Je pose la question. Le beurre doux. Il faut être sur la capitale. Ouais, mais c'est pour dans les hôpitaux. Il faut être sur la capitale. Dans les hôpitaux, on mange du beurre. On va rester sur la Bretagne avec notre beurre de demi-sel. Oui, quand même. Hein. Alors, meilleure façon de conserver. Le sel dans le beurre, c'est extraordinaire. Comparable. Surtout dans le café le matin. C'est extraordinaire. Et puis c'est la meilleure méthode aussi de conserver le beurre. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'était pour ça d'ailleurs qu'on mettait le. Alors, on avait la chance, nous, en Bretagne, d'avoir des conditions atmosphériques qui faisaient que les vaches ne se tarissaient pas tout en même temps, puisqu'il n'y avait pas de conditions extrêmes, comme dans les montagnes, etc. Donc, les vaches donnaient du lait toute l'année. Il y avait toujours une vache qui avait eu un veau à n'importe quelle époque. Donc, on avait du beurre toute l'année, on avait du lait toute l'année, on avait de la matière grasse toute l'année. Ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de fromage traditionnel, entre guillemets. On va pas dire maintenant, il y a du fromage breton partout, hein, et excellent d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de production fromagère en Bretagne parce qu'on n'avait pas besoin de conserver le lait.
Le lait, le fromage étant le meilleur moyen de conserver le lait. Donc, dans les montagnes où ça pèle quand même un peu l'hiver, les vaches, elles étaient ramassées, donc elles n'avaient pas de veau. Et là, ça permettait quand même de pouvoir aller jusqu'à la saison d'après avec des choses. C'est vrai que le fromage est une apparition assez récente Oui, par chez c'est nous. de plus en plus d'ailleurs. On essaie avec le lait d'aujourd'hui, on essaie de trouver des parades pour pouvoir faire le fromage, pour pouvoir faire les yaourts, mais de l'artisanal, quoi. Et on a de plus en plus d'entreprises, des compagnies fermes et tout ça, qui se mettent là-dessus sur le laitage pour faire leur fromage. Et là, c'est superbe parce qu'on a quand même une matière qui est quand même extraordinaire. Dernièrement, ça évite la grosse distribution, ça évite tout ça. Ah bah dernièrement, j'ai reçu un excellent fromager de la région brestoise, Stenmark, que je cite volontiers, qui est vraiment un fromager consciencieux. Et il m'a amené sur le plateau de télévision un plateau de fromage uniquement avec des fromages bretons. Il y en avait 140. De l'artisanat. Uniquement, circuit court, uniquement. Il y avait 140 fromages. Et d'excellentes factures avec des choses, alors toujours à la manière d'eux forcément parce qu'on ne va pas réinventer le truc, mais c'est quand même notable. Lait de vache, lait de De brebis, tout, chèvre. oui, puisque à Plouvien, petite commune du Nord Finistère, au nord de Brest, il y a chez Élodie, elle a transformé l'exploitation familiale, qui était une exploitation porcine au départ. Maintenant, elle a une bergerie avec des brebis et elle fait du fromage et des merguez. elle fait du fromage de brebis qui est excellent, qui n'a rien à voir avec le fromage basque, par exemple, mais qui est excellent. Comme quoi, les traditions évoluent aussi, parce que quand on parle de fromage, moi je vois ma grand-mère, quand on lui montrait un morceau de fromage, un morceau de camembert, on va dire, basique, c'était almond brain, du beurre pourri. Donc c'est vous dire en quelle intelligence elle tenait ça. Pour elle, le fromage, il y avait du fromage sur la table exceptionnellement. Maintenant, tous les jours, on a son petit morceau de fromage, etc. Mais c'était quand même assez exceptionnel. On ne mangeait pas de fromage parce qu'il n'y avait pas de... C'était un luxe. C'était un luxe, il n'y avait pas de tradition. Alors, aujourd'hui, on met du fromage à tous les repas. Puis on en met dans la cuisine aussi. Ouais. Et puis, on peut faire plein de choses avec le fromage en cuisine. Vous mariez les poivrons, vous mariez l'acidité, vous mariez tout avec le fromage. Ça peut très bien se faire aussi. Est-ce que une bonne confiture, avec un bon vin, il faut garder quand même... Finalement, c'est pas difficile à cuisiner. Alors, justement, est-ce que toi, tu vas de temps en temps, ou quand tu as l'occasion, de retrouver des plats, on va pas dire qu'on mangeait que dans la région, mais que dans le pays du coin, des choses. Est-ce que tu vas fouiner un peu dans le passé pour faire ton menu? Oui, sur les vaches de canard, sur les canards et tout ça, pour le foie gras, je sais où aller. Et en Bretagne. En Bretagne, oui, je sais où aller. Et sur le fromage, pareil, il y a plein de petites fermes aujourd'hui qui développent leur fromage, parce qu'ils ont un surcroît de lait. Aujourd'hui, on a un surcroît de lait, on n'arrive pas à le vendre, ou on le donne presque. Il y a un problème de quota laitier. Donc ils ont trouvé une autre méthode. Et la méthode, c'est de monter une petite entreprise de laitage, de fromage. Fromage de yaourt, de fromage blanc, des choses comme ça. De transformation directement. Transformation, exactement. Mais dans les anciennes traditions, dans ce que mangeait ta grand-mère, tes grands-parents, est-ce que tu as trouvé matière à... J'ai trouvé, oui. Mais pour retrouver le même goût, tout à l'heure on parlait du goût, faut aller loin, il faut chercher loin. Il faut chercher jusqu'à la bûche de bois presque, parce que le travail se faisait quand même beaucoup sur une cuisinière ou des cuisinières à bois, ou dans une cheminée. Donc il faut quand même aller chercher loin pour retrouver vraiment le goût d'antan. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une soupe de fraises, donc la variété de fraises. Ah, c'est bon ça. C'est pas la gouttelette. La variété de fraises, la cueillette de la fraise, à quel moment elle a été cueillie? Le moment de la faire caraméliser dans une poêle qui est très on appelle ça dans le jargon très culottée, parce qu'elle est toute noire, la poêle elle est culottée dans une cheminée, avec un bois, une fumée différente, une odeur différente, une fumée différente,
Et ils faisaient leur vinaigre aussi. Ils faisaient leur concession de vinaigre, donc c'était déglacé au vinaigre et du sucre. Pour retrouver ça, il faut chercher, il faut y aller. Il y a des C'est jeunes, une soupe il y de a des fraises. jeunes qui s'installent, qui reprennent, mais c'est long, mais ça revient C'est parce très que long. justement, il y a comme cette nostalgie C'est très des très long. saveurs de notre enfance en fait qu'on a perdu. Et c'est par rapport aux saveurs, on a développé les AOC, les IG, enfin les indications. IGP. Parce que c'est vrai qu'on parle par exemple de l'agneau des présalés. Pourquoi il est si spécifique? C'est par rapport à ce qu'il mange. C'est l'alimentation. Le même agneau, on prend 2 agneaux jumeaux, on en met un au Mont-Saint-Michel et puis un autre dans mon jardin, ils n'auront pas du tout le même goût. Tout à fait, ça vient de l'alimentation. C'est l'alimentation, donc c'est On vrai que parle c'est du un vrai. beurre, on parlait du beurre, c'est la même chose. C'est l'alimentation de la vache. Bah ouais. Elle peut manger des boutons d'or toute une période, on aura un beurre qui sera différent. Il y a- On aura il y a- un lait il y a qui sera un- différent. Il y a un exemple alors, qui n'est pas du coin, c'est le fromage de chèvre, la Rove, dans la région de Marseille, Martigues, là, où il y a des chèvres qui ne mangent que du thym. Eh bien, c'est des chèvres tout à fait ordinaires, c'est des alpines chamoisées, ou je sais quoi. Enfin, quoi qu'il y ait une variété de chèvres qui s'appelle la chèvre de la Rove, elles ne mangent que du thym. Quand on mange le fromage, on a vraiment l'impression de se passer une branche de thym dans la bouche, quoi. Ce qui veut bien dire que ça va être la reproduction de tout ce qui a été mangé par la bestiole, et puis il en va de même pour les œufs. Et pour tout. Pour les œufs, si on donne trop de restes de poisson à nos poules. Les œufs sentent le poisson. Oui, oui. C'est ça le Mais caviar. c'est pas- C'est ça le caviar d'ailleurs, c'est des œufs de poisson. Non, mais c'est important en fait aujourd'hui de prendre conscience que en fait, comme nous on dit, on a une expression qui dit on est ce qu'on mange aussi, mais en fait voilà, ce qu'on va consommer, si nos animaux, voilà, non, ça dépend directement de comment ils vont être nourris en fait. Et ça c'est important nos rapports à les meilleurs livres de cuisine du monde. Si les produits. Même pour nous, je vois sur un jardin, il existe autour de moi, là, autour de chez nous, là, la cueillette du jardin. La cueillette, directement, on va prendre ces quantités comme vous le souhaitez. Hop, vous voulez 3 courgettes, on va prendre 3 courgettes, on va prendre des pommes, on va prendre des fraises, on va prendre des poivrons, on va prendre des aubergines. C'est une cueillette, ça n'a pas été traité, donc là c'est pas mal aussi. Et puis on part avec son panier, on parle sur un bœuf, c'est la même chose. On sait, sur une exploitation agricole, ça part à l'abattoir, ça c'est un fait parce qu'il faut bien qu'ils vivent aussi, mais on sait que c'est une variété de bœuf, c'est une Salers, une Stein, Ça n'a pas du tout une Normande, l'utilisation ne sera pas la même chose. Et à partir du moment où on va voir la bête là, le seul souci c'est que c'est volumineux, on ne va pas prendre un steak comme ça, il faut que ça passe par l'abattoir et tout ça, mais on sait que ça vient de cette ferme-là, qui a été élevée comme ça, avec cette herbe-là, et on a une catégorie de viande qui est supérieure. Il n'y a pas photo, quoi. C'est pas... Alors, le temps passe, bien sûr, parce que nous sommes d'ineffables bavards, c'est drôle, puis quand on parle de choses qui nous passionnent comme ça. Est-ce qu'on a quelques petites questions qui nous ont été posées et auxquelles on va s'empresser de répondre? Il y a une liste. Voilà. Ah, Marie. Voilà. Je vais la faire maintenant parce que je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Je te salue, Marie. Voilà, merci. Alors, oui, il y a des choses. Il y a des choses. Par exemple, première question qu'on pose, et puis ça, je pense que Anna va pouvoir répondre. Est-ce que la cuisine est un élément de la culture ? Au même titre que la broderie, que la gavotte des montagnes, ou ici dans le coin, c'est les Avandeux, je crois. Hein, des habitants que je t'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que la cuisine fait partie de la culture bretonne ? Nous, on en est persuadés. C'est sûr. Nous, Il n'y a pas photo, ouais. c'est sûr. Donc toi qui connais bien toutes les facettes de la culture bretonne, parce que ça fait quand même un moment que tu baignes dans l'affaire, est-ce que tu considères que c'est un élément ? Complètement. C'est ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. Parce que la cuisine, en fait, c'est un ensemble de plein de choses. En fait, c'est un domaine qui a été beaucoup moins étudié par les ethnologues, anthropologues, que d'autres facettes du patrimoine culturel breton, parce qu'on est dans la maison, on est dans l'intime, dans le domaine familial. Mais c'est extraordinaire parce que la façon dont on mange, ça raconte plein de choses sur nous, en fait, et sur la façon dont ce qu'on mange déjà, et puis la façon dont on mange. Est-ce qu'on mange tout seul à table? Est-ce qu'on mange avec plein de gens? Comment? Voilà,
la façon de préparer les repas, les savoir-faire, les produits, les ustensiles, on en parlait. Tu parlais des chèvres là dans le... Le rove, oui. Ouais, voilà, bah, en fait, moi je pense, il y a le thion en Provence. Bah, le thion, c'est le nom du plat. On en parlait, un phare breton. Quand on met dans un plat pyrex ou dans un plat en terre cuite, il n'aura pas le même goût. Hein. Enfin, et donc autrefois, ça on n'apprend pas, ça peut cuisiner. En fait, les ustensiles, si pour la pâtisserie on va prendre la casserole en cuivre, bien lourde, mais en fait, c'est les ustensiles. Enfin, moi, ça m'horripile quand on me met plein de trucs en plastique, les spatules, les machins. Il n'y a que la maryse en zéro déchet. Ah, ça c'est Il y a une que belle la invention. maryse que C'est une j'accepte belle en invention. cuisine, voilà. Ouais. Voilà, Et le mais- couteau économe. Ça peut être bien aussi. Ouais, Ouais. 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 Mais enfin, tout ce qui est en plastique et tout, enfin, ça donne des goûts, c'est pas. Enfin, C'est pas la le même chose. téflon, c'est pas du tout la même chose. Et, enfin, ça influe sur les saveurs quand même. Hein. Faites un gratin dauphinois dans un plat en terre, c'est Oh là Et là. même un phare au four dans un plat en terre. Ma voisine faisait le phare au four dans un plat en émail. Et ben c'était pas mauvais. Parce que ça collait un peu, ça crignait bien. Tout, c'était. Il faut de maïs pour Ouais. gratter. Ah bah oui, bah, très important. Et l'autre fois, je faisais la réflexion aussi que chez mes grands-mères, il n'y avait pas de balance. Hein. On avait des ustensiles, en fait, c'était un pot, on avait des bols, et on savait qu'il fallait mettre Un volume. un volume. C'est ça, c'est de la cuisine, c'est vraiment des savoir-faire, parce qu'on a beau avoir les ingrédients. Enfin, je pense que jamais mes grands-mères n'ont pesé quoi que ce soit. C'était. C'est un Et peu puis comme le gâteau yaourt. Quoi. Ouais, Voilà. ouais. Un pot de yaourt, 2 pots d'huile, un peu de farine, un peu de Mais- Et si on a perdu les ustensiles, les pots, les bols de nos grands-mères, et ben en fait, on va pas forcément retrouver parce que. Et puis après, je me rappelle de ma grand-mère, elle faisait tout à la main aussi, sa pâte et tout. Donc en fait, ça va être des textures, ça va être les pouloutes, c'est des grumeaux, enfin voilà, c'est tout ça. Il ne faut pas c'est- confondre les pouloutes avec les brugines. Le pouloute étant involontaire alors que le brugine est volontaire. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est des grumeaux. Il y avait aussi, en Occitanie, ils ont un système de cuisine. La belle-mère d'un copain me disait ça souvent. Et quelle quantité vous mettez? Elle me regardait puis elle faisait à vista de nas, à vue de nez, quoi. Ah, venez. Voilà, et il y a un restaurant qui s'appelle comme ça à Montauban, à Vista de Nas. La cuisine est-elle un élément de développement touristique? Ça, c'est ton truc quand même, quoi. Oui. Est-ce qu'on attire le chaland avec... Disons que oui, sur la campagne, donc une campagne publicitaire, mais ce sont surtout sur les produits, la cuisine du terroir et les concours aussi. De faire parler de soi, d'innover. Et puis c'est le bouche à oreille. Moi je dis toujours, c'est le bouche à oreille. Vous allez sur une cuisine, que ce soit sur le touriste, surtout dans un endroit qu'on ne connaît pas, vous interrogez le facteur peut-être, c'est où la bonne table dans le coin, hein. Ça ne sert à rien d'aller sur un portable, prendre de... Ça peut arriver, mais je suis contre ça. Ouais, bon, il faut demander. Ouais. Alors, En général, c'est regarder la carte. C'est pas mal. Plus elle est courte, meilleur c'est. voilà, déjà. Et alors, il y a un autre... Alors ça, chef, n'écoute pas ce que je vais dire. Il y a une autre chose qu'il faut regarder aussi dans un restaurant, c'est la poubelle. Ah, oui, S'il y a des épluchures dans la poubelle, moi je rentre. S'il y a que des cartons, je rentre pas. Je rentre. Voilà. Hein, voilà. Je n'osais pas le dire, mais effectivement, Ouais. en tant que Non, mais cuisinière, faut- on passe par derrière et Ouais, puis on faut- regarde un petit peu comment est la poubelle. Voilà, effectivement. exactement. Ça peut se faire. Exactement, voilà. Et sinon, c'est vrai que moi quand je pars en vacances, je regarde pas trop le portable. Il faut regarder En la fait, carte. le resto, il y a des gens du coin qui y vont, c'est bon signe. Ouais, et puis ça sent bon. Ouais, puis regardez la carte. Il ne faut pas que ce soit trop brouillon, il faut que ce soit clair, pas trop long non plus. Pas trop long, il faut qu'il y ait deux propositions Pas sur trop la long, carte. parce que quand c'est trop long, on n'y arrive pas. Quoi. Il faut un gros débit. Non, puis ça vient Non, ça puis vient là, du congélateur hein, si c'est trop long, hein, c'est- c'est pas du frais. hein. Voilà, puis c'est ça. Quand il y a 50 plats à la carte, ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Ouais. On en manque, et puis ça c'est clair. Alors, autre question. Et la patate? La patate. Et la patate? Y a-t-il des grosses différences entre les patates? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle patate pour faire n'importe quoi? Non. Sûrement pas. Non. Voilà. Vous avez des pommes de terre qui sont faites vraiment pour les frites. Vous avez des pommes de terre qui sont faites pour une purée, pour un gratin dauphinois, pour une pomme à l'anglaise. On parlait du traditionnel, du classique. Une pomme à l'anglaise, on ne va pas prendre une binge, on
prendre une belle pomme de terre. Combien de faces? Une rate. Combien de faces? 7 faces. 7 faces. Alors il faut expliquer peut-être, parce que peut-être des gens qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est que dans le temps, la tradition voulait que quand on épluche les pommes de terre, elles fassent tous la même taille, forcément, pour qu'elles soient cuites de la même façon. Et il fallait qu'elles aient 7 faces. 7 faces. Monsieur Spégagne, père, prof de cuisine à Chaptal, à Quimper, se battait 7 faces. 7 faces. La pomme de terre. Pourquoi 7 faces? Parce que c'est 7 jours de la 7 semaine. jours, je Ouais, crois, c'est comme ça. Donc c'est vrai, en Et plus. garder toutes les pluches quand même. Parce que de toute façon, la pluche peut servir pour une purée. Bien sûr. Et puis en plus, ben, c'est vrai que maintenant les pommes de terre ont des peaux qui sont très très fines, alors qu'avant on avait quand même de quoi faire avec. Puis c'est pas mauvais les épluchures. Là. Moi j'aime bien une pomme de terre en robe des champs, et puis surtout des pommes de terre nouvelles, mais des pommes de terre un peu au milieu quoi, de végétation. Et ça, ça cuisson, pommes de terre à la peau, et Ouais. puis après additionner une crème fraîche avec échalotes et un petit vinaigre dessus, ça va être très bon. du beurre. Du beurre. La Mais ça, fameuse purée de Joël Le Buchon, elle s'en a aujourd'hui. Joël Le Buchon, il y avait une purée extraordinaire. Il y avait autant de beurre que de poids de pommes de terre. Donc c'était. Elle était riche. Encore faut-il avoir du bon beurre. Oui, C'est pas gagné. elle était riche quand même. Mais aujourd'hui, attention, la pomme de terre se perd. J'ai l'impression qu'un gros travail a été fait sur la pomme. La pomme, il y a des vergers conservateurs, il y a plein d'animations à l'automne dans plein de structures patrimoniales. Et par contre, la pomme de terre, concrètement, sur un étal de maraîcher, même bio, local, permaculture, on a quoi 4-5 variétés grand maximum, Ouais. alors qu'il y en a des centaines, Ah, voire des oui, milliers. Et là, pour moi, il y a un élément de notre patrimoine qui est en train de disparaître. Et moi, concrètement, en salle de cuisine, j'ai pas franchement appris. Je pensais apprendre ça, en fait, quelles sont les variétés. Là, du coup, je prends mon téléphone et je regarde un petit peu, quoi. Mais Qu'est-ce qu'on a? Bah, après, c'est la puissance de persuasion des obtenteurs aussi qui font en sorte que y a telle ou telle patate qu'on veut mettre en avant, etc. c'est en train de revenir Ouais. tout doucement. Là. Ouais. C'est en Et train puis de revenir. nous avons un ami commun qui s'appelle Jean-Claude Spégagne, qui est spécialiste de la pomme de terre. C'est le plus grand spécialiste de la pomme de terre du monde de Rodoualec, et donc qui lui vraiment travaille beaucoup sur le sujet. Il est intarissable sur le sujet. C'est le docteur Espatate, on pourrait dire. Hein. Et vous avez en Bretagne une pomme de terre ou des variétés phares ici Non, la Roswald est très bien, elle est très bonne, elle se tient bien. La BF15. Ah non, c'est un groupe de musique, ça. C'est BF15. Sinon, la binge, j'aimerais bien pour pas mal de choses. Alors, autre question. En Basse-Bretagne, on utilise le blé noir guinisdu à toutes les sauces, c'est vrai, hein, avec le farce fourne, le farce buen, le farce pitinique, le kikafar, le couille patates, ça gâte tout. Et puis alors, Haute-Bretagne, est-ce qu'il y a un... on utilise bien sûr la farine de blé noir aussi. Hein, ouais. Est-ce qu'il y a un produit qui ferait un peu qui serait fédérateur sur toute... parce que c'est grand, hein, la Haute-Bretagne. Sur le pain, on pourrait Ouais. mettre sur le pain, Mm. ça pourrait être très bien. Moi, je mets dans ma soupe, je fais des roux avec du blé noir. C'est succulent. Il n'y a pas de gluten en plus. Voilà. Mais le blé noir, on peut le marier avec plein de choses. Une salade de gésier, vous faites un petit palais de farine, de pâte là, à l'eau uniquement, fleur de sel ou gros sel, puis gésier confit dessus, vous mettez ça au four. Mais il n'y a pas un produit que vous remettez à toutes les sauces. Non. Non. Ouais. Ça pourrait aller sur le pain. Mm. Moi j'ai sur le pain, une pâte à pain, ça pourrait être très très bien. Comme ça on l'aurait vraiment à toutes les sauces là. Ah. Ça peut se marier avec le fromage, comme ça peut se marier avec une viande, un poisson. C'est de la galette saucisse en Bretagne. Des éléments culturels forts comme ça va être Basse-Bretagne, la crêpe phare, mais en Bretagne, on pense à la galette saucisse. Galette saucisse. Et puis en Basse-Bretagne, il y a aussi le fameux kikafars. Oui. Hein. Kikafars, c'est dans le Léon, mais moi, chez moi, c'est... Ah, absolument, oui. Alors le kikafars, on est où justement. C'est le pot-au-feu, mais pot-au-feu, quelque part, c'est voilà. pot-au-feu, c'est à la fortune du pot. Alors voilà, on mettait tout ce qu'on avait dedans. Le kikafars, pour revenir là-dedans, le kikafars, c'est quand même pas de la haute gastronomie, il ne faut pas exagérer. C'est un peu notre Madeleine de Proust à nous. C'est-à-dire que moi, ma dernière grand-mère, elle est morte en 1970, et quand je mange du kikafars, même à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle va rentrer par la porte du fond en me disant « Parce que des churroises, t'as pas encore fini !» Voilà. Et c'est finalement, c'est un moyen de revenir en arrière. Alors, c'est pas quelque chose de...
Bon, c'est bon, hein, bien sûr, mais c'est plus au niveau du souvenir qu'au niveau d'autre chose. C'est très curatif. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a une chose qui m'énerve passablement aussi, c'est quand on dit « je vais vous donner la vraie recette du kika farce ». Il n'y a pas de vraie recette du kika farce. La vraie recette du kika farce, c'est celle de mémé. Donc, il y a autant de mémé qu'il y a de recettes de kika farce, et vice-versa. Donc, c'est... Et puis... Comme le gâteau breton, voilà. le gâteau breton et des concours, ça veut dire qu'il y a autant de recettes que de... Et à vouloir tout codifier comme ça... La méthode de cuisson. Ouais, La méthode de cuisson la citation que m'avait fait Paul Bocuse, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, il m'avait dit « Vous, en Bretagne, vous êtes des gens libres parce que vous n'avez pas de gastronomie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre une saucisse, vous la mettez. Moi, malgré le fait que je sois M. Bocuse, je suis obligé de passer par les fourches codines de la tradition. Et ça, il m'avait dit, ça m'embête, mais il n'avait pas dit ça. Et voilà. Et il avait dit un autre mot. Et donc, c'est tout à fait ça. En Bretagne, on est libre, on fait ce qu'on veut, quoi. Et c'est ça qui est bien. La région lyonnaise, c'est vrai qu'ils sont... Ah, ils sont comme les Alsaciens, c'est pareil. J'adore la cuisine alsacienne, j'adore la gastronomie alsacienne. C'est très très bon. Mais on est comme dans le Pays Basque, on fait ce qu'on veut, quoi. Si on veut pas mettre tel truc dans la Shoah, ils en mettent pas. Et puis nous, c'est pareil. On fait ce qu'on a envie. Heureusement, c'est le domaine de liberté des chefs. Alors, dernière question qui nous est posée par nos auditeurs. Quel outil ou appareil en matière de cuisine symboliserait la Bretagne? Qu'est-ce qu'on peut, sur une toque de cuisinier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je peux risquer, ce qui serait le départ d'une discussion, peut-être un rastel, le rastel avec lequel on fait les galettes ou les crêpes. Ça fait cliché. Un wab. Ouais, comment tu dis? Un wab. Ouais, le roi, ouais, alors rastel, c'est comment on dit, hein, ça pourrait être quelque chose de... Ça pourrait être ça. On va pas mettre une poêle à frire. Un billy. Une cuillère parce qu'on goûte quand même. On goûte beaucoup. Ou la grosse tuile, vous Ouais. savez, la grosse tuile qu'on met dans la Oui, cheminée. dans la cheminée, ouais. Une maquette avec la grosse tuile, le wab, et puis... Alors, la cuillère avait quand même une connotation, c'est que dans le temps, une femme qui se mariait, une jeune fille qui se mariait, partait vivre dans la famille de son mari. C'était la tradition. On lui offrait une cuillère. L'Oémésie. Ah, donc c'était vraiment il y avait des sculpteurs de cuillères, il y en a toujours, hein, je me rappelle l'excellent Yvon Laouénan qui sculptait des cuillères qu'on offrait à la mariée en disant surtout si tu veux manger emmène ta cuillère parce que de toute façon là où tu vas t'en auras pas. Je sais. Ouais. Les moules, les fameux moules à l'ancienne qui Les reviennent. moules à beurre. Les moules à beurre. Ah, c'est joli ça. C'est joli, hein. Ouais. Les formes à beurre aussi, avec une vache, j'en ai un avec une belle vache. Il y a encore des questions? Encore une? Une dernière. Ouais. Plutôt pour le cuisinier. Ah, pour le chef. Ils sont pour le chef. Voilà. Est-ce que l'on voit la différence au niveau du goût entre un bœuf élevé en batterie toute sa vie, etc., et un bœuf qui a batifolé, Ouais. voilà, qui a batifolé dans l'air. Je ne parle pas du bœuf de Kobe, hein, c'est Non, autre non. chose. Hein, voilà. Alors, le chef va nous donner son avis de... Moi, sur l'effet bœuf, comme on Ouais. va dire, sur l'effet bœuf, c'est vrai que quand tu vois une belle bête qui court, qu'elle court dans un champ et puis qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour manger, et elle est ramassée, elle est respectée, elle est suivie, je pense qu'on va avoir une qualité quand même extraordinaire. Hein. Il peut y avoir des bœufs qui sont élevés en batterie et qui sont élevés dans on appelle ça des étapes, des stabulations, là. Mais c'est nourri avec quoi? C'est nourri avec de la paille, du maïs, hein, et puis c'est poussé et ça va peut-être se ressentir quand même sur l'assiette. J'allais dire quelque chose de très pratique, c'est que si on met 1 kilo d'une certaine catégorie dans le four et la même chose de l'autre côté, on n'est pas sûr à la sortie. Je pense que dans certains cas, 30%. ouais, on nous vend de l'eau au prix du bœuf, quoi. Hein, donc c'est bon, c'est vrai. Bon, il y a quand même eu le métier s'est quand même assaini à ce niveau-là et bon. On avance. Ouais, on avance. C'est vrai que c'est très très lent parce qu'il y a des pratiques et des habitudes. Toi, qu'est-ce que tu fais des os des bœufs alors? sans déchets. Voilà, vous avez remarqué que j'aimais bien la taquiner. Ouais. Les os,
Ah, il faut Ah, faire ouais. du Ouais, Faire bel un gaz, fumet aussi. des bons fonds. Oui, Ouais. des bons fonds, ouais, effectivement. Alors ça, en CAP cuisine, effectivement, on apprend à faire des fonds, sauf qu'on nous apprend aussi qu'avec toutes ces normes d'hygiène, sécurité alimentaire, que les fonds, Faut aller sur le- malheureusement, ça c'est un truc Ah, aujourd'hui- qui est aujourd'hui, compliqué, hein, parce qu'en fait, ce qui donne des saveurs du goût, en fait, les fameuses sauces, un cuisinier, autrefois, il y avait dans les cuisines, il y avait un cuisinier qui ne faisait que les sauces, en fait. Saucier, Et oui, que les sauciers, le fond, il restait toute la semaine sur le fourneau. Ouais, mais Sauf qu'aujourd'hui, c'est 24 heures. c'est Voilà. dommage. C'est interdit. C'est vraiment, ça c'est strictement- grave. Enfin, moi je trouve que par rapport C'est au strictement interdit, mais il faut quand même respecter, il faut garder cette notion de fond, de base. Mm. C'est quand même une base culinaire, hein, malgré que maintenant c'est lyophilisé, ce sont des boîtes. Hein, mais quand on a un morceau de bœuf ou un morceau de veau, un carré de veau, il faut garder l'os, peu n'importe. Il faut le garder, le faire, le mettre au four, qu'il soit bien caramélisé et ainsi de suite, avec une garniture aromatique adéquate, et faire sa sauce avec ça. On va le laisser cuire 3 heures ou 4 heures, peu n'importe. La consommation de gaz là, elle est supérieure, là. Mais on va le laisser cuire, on va obtenir un jus, un bon jus, qu'on peut faire réduire encore à nouveau. Et il suffira simplement de déglacer la poêle de, je sais pas, vous faites une côte de veau par exemple, vous faites un petit fond de veau, une côte de veau, vous déglacez simplement cette poêle-là avec les sucres de cette viande et vous montez au beurre, ça suffit, vous avez votre sauce. Sans rien aller chercher. Et si Mais vous faites la même chose avec un fond de canard, vous faites la même chose avec un fond de lapin, un fond de pigeon. Volaille. Ouais. Si On va chercher. si on trouve une bonne volaille. Alors Alors c'est vrai c'est qu'il y a le goût, et c'est dommage en fait, dans les familles ça s'est perdu ça. Moi je suis pas passée par un Gardez- salle de gardez cuisine. ce jeu. le goût est souvent dans le gras aussi, il faut dire. Complètement, Ah. et souvent les mecs qui jettent tout, je dis non. Non, il faut l'acheter. Et si on veut le conserver assez longtemps, il y a une solution qui est très très simple. On prend un bac à glaçons, on le remplit et on se fait des petits glaçons Des petits de glaçons. sauce qu'on met au congélateur. Et en fonction de vos besoins, vous sortez, vous mettez ça dans la poêle par exemple, et puis ça vous Enfin, pour les évitera. fumets, c'est ça, on fait des petits cubes et puis dès qu'on a des moules, Nous, marinières dans à nos faire. établissements, on a des machines sous vide ou des machines, des cellules de refroidissement. Donc, obligatoirement, tu fais un fond pendant 4 heures ou 5 heures, il ne va pas rester une semaine comme dans le temps. Dans le temps, ça restait une semaine. C'était même consacré comme la poubelle de cuisine presque. Donc, c'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va respecter ça, on va respecter un os, on va respecter ce jus. Et ensuite, il faut, par rapport à la DSV, au service vétérinaire, il faut avoir une cellule de refroidissement. Il faut que ça soit bien refroidi, ça descend à une température. Et il faut une machine sous vide aussi, avec des dates. On met des dates dessus. Et des petits glaçons, comme on parlait des petits glaçons, là, c'est la même chose. On fait des petits cubes, et puis on sort notre petit cube, et puis on obtient. On va déglacer, par exemple, une côte de bœuf, ou on va déglacer un râpe de lapin avec ce jus adéquat. On a un râpe de lapin, d'accord. On prend notre petit jus de lapin et on va déglacer pour récupérer tous ces sucres. Voilà. C'est pas compliqué à faire, il faut dire aux gens c'est pas compliqué, ça paraît un truc. Ça fait partie Voilà. des bases. C'est Ouais, comme c'est le des poisson. bases, en fait. Le poisson, à part le fumet de poisson, à part les arêtes de poisson, parce que c'est compliqué aussi sur le poisson. Un poisson d'eau douce, pour ressortir un fumet, c'est très compliqué. C'est dur d'avoir un bon goût sur un poisson d'eau douce. Mais sur un poisson de mer, une sole, un turbo, en dehors du Saint-Pierre bien sûr, mais une sole et un turbo, vous allez obtenir un bon fumet de poisson, quelque chose de superbe. Et là, on revient aussi aux petits glaçons, l'appareil des petits glaçons, pour faire son petit jus tranquille. Voilà, ça permet à notre époque où il faut aller vite, hein, Et on obtient quelque chose de Ouais, voilà. Et de toute façon, comme m'avait dit un jour, confié Maïté, excellente cuisinière s'il en fut, elle avait dit ça prend pas plus de temps de faire de la mauvaise cuisine que de faire de la bonne. Voilà. Et puis de toute façon, on ne sera jamais arrivé avant d'être parti, déjà au départ. Et en plus, comme disait François Budet, excellent chanteur gallo, puisqu'il était galaisan, eh bien voilà, il ne voulait pas mourir en bonne santé. Voilà, ça sert à rien. On avait une belle émission aussi, c'était avec Jean-Pierre Coff. Ouais. Ah bah oui, qui savait de quoi il Défendre faisait les le garçon. produits. Mais partir sur un week-end, une famille de 4 personnes, on fait le marché, on achète ça, il faut prendre 4 services. C'est-à-dire le service du samedi midi, le service du samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir à 4 personnes, avec un budget bien arrêté. On ne dépense pas autre chose, on s'arrête sur un budget. Et là, c'était sur l'économie aussi. Il fallait travailler le produit
Et on va le faire comme ça aujourd'hui. Et par contre, ce comme ça là, ce qui va rester, va servir pour le soir, voire pour le lendemain. Ça, c'est du zéro déchet. Voilà, c'est du zéro. C'est du zéro déchet. Voilà, le pouvoir est à l'imagination, c'est le rôle de la cuisine. C'est ce que j'aime bien. Moi, je fais rarement des listes en fait. Je fais ce qu'il y a. Et c'est souvent là qu'on est poussé. Bah tiens, qu'est-ce que j'ai des blancs d'œufs, oh là là, il faudra absolument que je les utilise. Bah, et c'est là qu'on est inventif et puis on n'a pas le choix quoi. Il faut y aller, il faut les utiliser. Et c'est là que tu fais des bringues. Voilà. J'ai toujours dit que tu aimais bien faire la bringue. Voilà. Voilà. Les petits rougets, des rougets, vous faites une soupe après, vous levez le filet de rouget, ensuite le reste du rouget, vous pouvez faire une petite rillette de rouget, ou sinon faire avec la carcasse, garder le foie de rouget, faire une rouille, faire ceci, faire cela, et avec la carcasse de rouget, faire une soupe de rouget, avec un ou deux croutons, un fromage, et puis hop. Et au lit. Et on a quelque Voilà. chose de bien. Le chef est intarissable. Voilà, et on va refaire une autre émission un de ces jours avec que les recettes du chef. Voilà. On va saluer tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir invités. Et puis, Kenavo. C'est bien.